à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir parmi nous pour notre troisième conférence de cette année. Merci au nom de l'association Iris du parcours Histoire, Relations internationales et Sciences sociales de l'Université Paul Valéry à Montpellier pour pouvoir organiser cette conférence débat. Et merci beaucoup pour votre présence, Madame Grimont-Potter et Monsieur Huget. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir s'échanger avec vous sur le sujet qui touche la diplomatie russe, puisque vous êtes tous les deux, vous spécialisez sur une politique de la Russie et la géopolitique de la Russie et également des pays de l'Europe de l'Est. Quant à vous, Monsieur Huget, nous avons déjà pu vous rencontrer pendant deux conférences précédentes. Je rappelle que vous êtes consultant géopolitique et l'ancien analyste géopolitique au ministère des Affaires étrangères, département de la Russie. Quant à vous, Madame Grimont-Potter, merci beaucoup d'accepter notre invitation et d'organiser cette conférence débat avec Monsieur Huget. Merci à vous, Elisa. Donc, vous êtes le professeur de l'Université de Montpellier. Vous êtes professeur en géopolitique de la Russie et vous êtes également fondatrice du Center of Russia and Eastern Europe à Genève, donc le centre de recherche. Donc, le programme de ce soir est vraiment très chargé. Oui, puisque nos chers invités nous vont parler de la diplomatie russe en donnant quelques rappels historiques, puis bien évidemment évoquer les enjeux stratégiques et géopolitiques de la Russie dans plusieurs régions et aussi parler des relations interétatiques et bien évidemment, dans une dernière partie, ils vont nous parler des actualités qui ne cessent pas à s'accroître tous les jours. Voilà, donc je vous laisse la parole. On peut commencer. Bonsoir à toutes et à toutes. Je vais commencer par une petite question d'introduction pour mettre la Russie en contexte, dans son contexte historique. Alors, pour essayer de faire court, gardons en tête que la Russie naît à Kiev, puis se déplace un petit peu son centre de gravité à la principauté de Moscou, mais qu'elle est dominée pendant près de 3 siècles par les Mongols, par la horde d'or, les fils de Gengis Khan. Et c'est finalement avec le déclin de cette horde d'or que la Russie va faire son première extension vers l'Est, et donc vers l'Oural dans un premier temps, et puis avec l'explorateur Ermak, qui commence l'exploration et la conquête de la Sibérie au XVIe siècle. Ce vecteur vers l'Est va continuer jusqu'à Vladivostok, donc au cours du XIXe siècle. Vladivostok étant, en russe, on va dire, ce qui domine l'Est. Une fois qu'on arrive là, on arrive à la fin du continent et on arrive surtout à une mer qui n'est pas, j'allais dire chaude, qui n'est pas glacée l'hiver, donc qui donne la possibilité à une marine de fonctionner toute l'année. Ça, c'est le premier vecteur. Le deuxième vecteur, c'est le vecteur du nord-est, qui se fait avec la rivalité entre les Suédois et les Russes. Et sous Pierre Ier, les Suédois sont vaincus à la bataille de Poltava, suite de quoi Pierre, premier visionnaire, décide de créer et de fonder Saint-Pétersbourg, qu'il appelle avec beaucoup de tendresse ma petite fenêtre sur l'Europe. Maya Kochka d'Evropu. Et donc le troisième vecteur, ça sera le vecteur par contre pour aller vers les mers chaudes. Et là, c'est la conquête du XIIe siècle sous Catherine II de la Crimée, de la Bessarabie, là où se trouve Odessa
aujourd'hui et donc la création du port militaire de Sébastopol. On pourrait ajouter un quatrième axe qui est aussi, je dirais, s'étendre vers le Caucase, et donc avec aussi la fondation d'une ville qui s'appelle Vladikavkaz, qui est un peu comme l'idée de Vladivostok, qui est aujourd'hui en Ossétie du Nord. Donc, la Russie aujourd'hui est le pays le plus vaste du monde, avec 17 millions de kilomètres carrés, et elle a atteint ses objectifs d'expansion dans toutes les directions. Même, je dirais, je rajouterais l'expansion arctique, mais là, il n'a pas eu de rival finalement à vaincre, si ce n'est le froid et les conditions climatiques, et arriver aux mers libres de glace et et aussi chaudes, comme dans le cas de la mer Noire. Voilà, ça c'est un peu très rapidement une petite vue de l'histoire sous un angle géopolitique de la Russie. Alors ça c'est pour la première question. La deuxième question, vous voulez la dire, Alissa? Je pense que j'ai quelque part le libellé, mais vous l'avez peut-être mieux que moi. Deuxième question, c'est également à vous. C'est par rapport au le passé de la Russie sur l'annexion, le rattachement de la Crimée et guerre dans le Donbass. Bon, alors ça, effectivement, c'est un passé très proche qu'on a convenu de classer comme étant finalement un grand présent avec Carole, puisque ça correspond finalement à la venue au pouvoir de Vladimir Poutine. Et donc, effectivement, suite à la poussée vers l'Est de l'OTAN, vous vous souvenez qu'à la chute de l'Empire soviétique, l'OTAN a finalement rattrapé une grande partie des pays qui se trouvaient dans le pacte de Varsovie. La Russie se sent de plus en plus menacée, et je dirais cette crise, on la voit très, très, très clairement en Ukraine, avec la révolution orange d'abord en 2004 ou 2005, et ensuite l'autre révolution de Euromaïdan en 2014. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu très clairement que quand Yanukovych, qui était finalement le politicien soutenu par Moscou, si vous voulez, a dû quitter le pouvoir, eh bien, les Russes ont vu tout de suite que les Ukrainiens avaient l'intention de pivoter géopolitiquement à l'ouest, et ils se sont dit avec justesse que si l'Ukraine rentrait dans l'OTAN, eh bien, Sébastopol serait totalement perdu, puisqu'il serait la ville, le port militaire serait entouré par des militaires ukrainiens de l'OTAN, ou de l'OTAN d'ailleurs. Et donc, face à ça, les Russes se sont dit on va annexer la Crimée. Ça s'est fait très très vite d'ailleurs, parce que les politiciens et militaires de la Crimée sont pro-russes, une majorité de la population aussi, mais comme la Crimée est séparée de la Russie par un détroit, hein, la ville de Kertch est séparée de la Russie, les Russes ont bien vu que face à une contre-offensive ukrainienne, la Crimée ne pouvait pas se défendre toute seule. Donc il y a eu une volonté de créer un deuxième front, justement le front dans le Donbass, pour justement mettre les Ukrainiens face potentiellement à deux fronts. Voilà. Donc aussi, je rappelle que de vouloir mettre l'Ukraine dans l'OTAN est très dangereux, parce que ça créerait des centaines de lignes de front entre l'Ukraine et la Russie. Et ça, c'est une ligne rouge pour Moscou, puisque des grandes villes telles que Rostov-na-Doну sur le Don, comme Voronezh, sont très très proches de cette frontière. Donc la solution, on en parlera peut-être plus tard, sera à travers une sécurisation de l'Ukraine, mais pas à travers l'élargissement de l'OTAN dans l'Ukraine. Voilà.
Donc, et je termine juste sur cet argument-là, effectivement aussi, pour les Russes, mettre une guerre dans le Donbass, ouvrir un front au Donbass, ce n'était pas tellement pour conquérir l'Ukraine, mais pour aussi empêcher de jure par le droit international l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN, puisque l'OTAN stipule que pour rentrer dans cette structure, il faut absolument que l'État qui fait cette demande se trouve libre de conflits sur son territoire. Donc c'est ce que j'appelle un petit peu un conflit qui, en fait, met le pied dans la porte pour que la porte ne puisse pas se refermer. Donc voilà, sur cette question, je pense que j'ai fait à peu près le tour et je passe donc la parole à Carole. Merci Bertil. Alors, nous allons partir un petit peu plus loin. Nous allons partir donc en Syrie et en Libye. Effectivement, l'intervention militaire russe en Syrie, suivie de la présence russe en Libye, dans le conflit libyen, ont certainement marqué le retour de la Russie au Moyen-Orient. Donc, un retour de la Russie au Moyen-Orient après 2 décennies d'absence. Donc, quelle stratégie pour ce retour de la Russie au Moyen-Orient? Pour quel gain? Quel intérêt pour la Russie? Donc, nous allons voir dans l'exposé, je vais vous présenter donc ces facteurs de capitalisation sur lesquels la Russie s'est appuyée pour mettre un pied dans une région où finalement elle est aujourd'hui la seule à entretenir de bonnes relations diplomatiques avec pratiquement tous les pays du Moyen-Orient. Avant cela, je souhaiterais partager avec vous une citation ou une formule prononcée par Yevgeny Primakov. Yevgeny Primakov, ministre des Affaires étrangères russe de 1996 à 1998 et puis Premier ministre jusqu'en 1999. Les relations internationales ont horreur du vide. Si un pays se désengage des processus mondiaux, il sera rapidement remplacé. Si la Russie veut rester l'une des principales puissances, elle doit agir sur tous les plans. Cette formule s'applique, je trouve, particulièrement bien au cas syrien. Mais revenons un petit peu, faisons un petit résumé donc depuis 2011. En 2011 marqua donc le début du printemps arabe en Syrie et fut également l'année de l'abstention de la Russie au vote du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a autorisé de jure une intervention militaire en Libye, avec les conséquences et les suites que vous connaissez. La Russie, dès lors, s'est montrée très critique de l'Ouest et a dénoncé le non-respect de la souveraineté des États. La Russie va utiliser ce veto d'échec libyen au Conseil de sécurité pour réfuter ensuite toute tentative d'action contre le gouvernement syrien, privilégiant des actions diplomatiques. Les actions diplomatiques russes vont connaître une limite avec les attaques chimiques du régime syrien sur les populations locales, et c'est en 2000 qu'une intervention militaire russe se met en place en Syrie en soutien du régime de Bachar el-Assad, avec pour justification celle de combattre l'État islamique dans les provinces syriennes de l'Est. Dans le cas syrien, l'échec dans la tentative de négociation européenne va décider la Russie de porter son soutien au général Haftar pour la reconquête du pays face au gouvernement d'union nationale dirigé par El-Sarraj, tout en privilégiant là aussi le dialogue entre les différentes parties. C'est la raison pour laquelle la Russie va être invitée lors de la conférence de Berlin sur la Libye en janvier 2020. Donc voilà l'état des lieux, je dirais, de cette intervention, de cette présence russe en Syrie et en Libye. Maintenant, ce que je voudrais particulièrement traiter, c'est les facteurs de la capitalisation de la Russie, les facteurs qui ont permis, donc justement, qui lui a permis de s'appuyer pour apporter sa présence donc au Moyen-Orient. Ce retour au Moyen-Orient que nous avons évoqué tout à l'heure. Le premier de ces facteurs est avec la Syrie et la Libye. En effet, la Russie et la Syrie forment un vieux couple depuis 1955 avec les premiers contrats commerciaux et contrats d'armement signés entre Léonid Brejnev et Hafez el-Assad, le père de l'actuel président syrien. Le tout prendra la forme d'un traité sans alliance, tel que le qualifiera Hélène Carrère d'Ancos.
L'URSS va donc soutenir la politique d'équilibre des forces avec Israël, prônée par Hafez el-Assad, et l'URSS obtiendra en contrepartie l'accès à l'accès maritime et aérien facilité en Méditerranée, ce qui fait de la Syrie un intérêt vital pour la Russie. Dans le cas libyen, l'URSS a aidé Kadhafi, notamment dans les années 70, dans la modernisation de son armée. C'est en 2000 que la Russie va annuler la dette syrienne, en 2008, la dette libyenne contre des contrats ferroviaires et gaziers attribués à Gazprom. Donc voilà les relations historiques sur lesquelles la Russie d'aujourd'hui a pu capitaliser. Autre facteur de capitalisation fut l'effort militaire et stratégique. L'intervention russe en Syrie a effectivement été une vitrine des avancées technologiques dans le domaine militaire russe. Les commandes, le carnet de commandes n'a cessé de se remplir avec, dès 2017, des accords avec la Turquie, des accords passés avec la Turquie de près de 2,5 milliards de dollars pour la livraison donc, de plusieurs unités du système de missiles S-400. Et ce fut la première transaction du genre effectuée avec un membre de l'OTAN. Autre accord conclu en 2017 avec l'Arabie saoudite pour la fabrication conjointe et locale des systèmes de missiles qui a été donc passé avec l'Arabie saoudite. Donc ce carnet de commandes et cette capitalisation de l'effort militaire a aussi une donnée géopolitique dans le sens qu'elle contribue à la sanctuarisation des territoires, c'est-à-dire qu'elle met finalement en péril la suprématie aérienne américaine et israélienne dans la région en attribuant donc ces systèmes à la Turquie, notamment en 2017. Autre partie que j'aimerais peut-être aborder rapidement, c'est la présence des firmes de sécurité privées telles que Wagner, on les a vus au début, c'était une firme plutôt discrète, plutôt secrète, et nous avons appris donc la présence de ces mercenaires russes en Syrie et surtout en Libye. Petit à petit, cette partie qu'on peut relier à l'effort militaire russe, les contrats se signent avec des États africains, avec de nombreux États africains. Donc, ils sont présents en Libye, ils sont également présents au Mali et dans d'autres régions. Enfin, le dernier facteur que j'évoquerai est la capitalisation économique. Des droits exclusifs ont été signés avec la Syrie sur l'exploitation du pétrole et du gaz en 2018. Des contrats de développement ont été passés avec la Syrie en 2017, qui portent notamment sur des usines de traitement, des raffineries et l'expansion du port de Tartous. La capitalisation économique s'est faite non seulement avec la Syrie, la Libye, mais aussi avec d'autres pays du Moyen-Orient. Je veux parler de l'Égypte, par exemple, ou du Liban. Donc, peut-être que certaines personnes pourraient parler d'opportunisme. On entend parler d'opportunisme russe au Moyen-Orient, c'est-à-dire que la Russie aurait finalement profité de cet espace vide causé par l'effacement des États-Unis au Moyen-Orient sous le mandat de Trump. Mais donc, s'agit-il d'un opportunisme ou d'une stratégie à long terme russe au Moyen-Orient? J'opterais plutôt pour la deuxième solution, sachant que dès 2006, Vladimir Poutine a visité le Maroc et l'Afrique du Sud et des contrats privés ont été signés à partir de cette date-là. Enfin, en conclusion, je dirais que, comme l'a dit Primakov, Yevgeny Primakov, la Russie doit agir sur tous les plans, et nous l'avons vu en Syrie et en Libye, afin de rester l'une des principales puissances. Elle en tire les intérêts que nous avons évoqués, des intérêts visibles et mesurables. Il ne faudrait toutefois pas oublier ceux moins visibles et probablement envisageables sur le long terme, qui serait d'offrir au Moyen-Orient une alternative, une possible troisième voie entre les États-Unis et l'Union européenne d'un côté et la Chine de l'autre. Enfin, le Moyen-Orient est la porte d'entrée sur le continent africain et le soft power russe met en avant
œuvre pour se mettre en avant, notamment au Mali, et présente la Russie comme la garante de la souveraineté de ses partenaires, puisque la présence russe au Moyen-Orient est justifiée, présentée comme en fait le garant de la souveraineté des États du Moyen-Orient. Et je passe la parole à Bertil pour... Il me semblait que vous avez une autre question juste après, non? Oui, merci beaucoup, Madame Dumont-Potter. La suite, on passe à notre troisième partie sur le présent et la crise en Biélorussie. Ah oui. Alors, c'est encore moi. C'est encore vous, Oui, alors c'est encore moi, pardon. Oui. D'accord. Alors, la Biélorussie, donc nous revenons en Europe. Nous allons beaucoup voyager durant cette conférence. Donc, nous revenons en Europe et en Biélorussie, dont on a bien sûr entendu parler déjà l'année dernière avec les protestations et la répression extrêmement violente et tout ce qui a suivi. La Biélorussie est le dernier État de l'espace post-soviétique européen à être resté dans la sphère d'influence russe. Les relations ambiguës entre les deux pays sont marquées par une forte interdépendance. Pour la Russie, la Biélorussie est un rempart géopolitique. Pour la Biélorussie, la Russie assure la préservation du régime, mais doit défendre sa souveraineté. La Biélorussie doit défendre sa souveraineté. Cette relation inégale que la Biélorussie a tenté d'aménager à son profit après l'annexion de la Crimée, nous y reviendrons tout à l'heure, eh bien, cette stratégie a pris fin avec les protestations et les violentes répressions de l'automne dernier. Non seulement le régime s'est totalement décrédibilisé aux yeux de l'Occident, mais il est aujourd'hui placé dans une position extrêmement fragile qui pourrait pousser le petit État finalement un peu plus dans les bras de la Russie, dans une sorte d'annexion douce, expression, je ne sais plus quel est l'auteur de cette expression, enfin, excusez-moi, donc une annexion douce, ce que finalement Loukachenko, le président Loukachenko, s'était efforcé d'éviter jusqu'alors. La question est la suivante, la relation russo-biélorusse ont-elles changé depuis les événements de l'automne et de l'hiver dernier et dans quelle direction? Je me souviens d'une petite phrase que Loukachenko avait adressée aux grévistes lors des protestations, je crois que c'était au mois de décembre. Il leur a dit, si vous continuez ainsi, notre pays n'existera plus. Et cette petite phrase est lourde de sens. En effet, elle sous-entend deux choses. Soit la Biélorussie bascule du côté européen. La Biélorussie est européanisée et donc perd ses valeurs nationales. Sous-entendu, une vision de l'Europe telle que dans la bouche, dans la tête du président Loukachenko. Donc, soit la Biélorussie est européanisée et donc perd ses valeurs nationales, soit elle est russisée et la même chose se passe. Ce qui me permet de rebondir sur le concept suivant, c'est que Loukachenko a effectivement œuvré dans un équilibre entre la Russie et l'Union européenne, particulièrement après l'annexion de la Crimée, qui a fait très peur à la Biélorussie. Après l'annexion de la Crimée, Loukachenko a donc mené une politique d'équilibre, équilibriste, je dirais, entre d'un côté l'Union européenne et de l'autre la Russie, en se tournant vers une politique de neutralité ambiguë. L'objectif était de faire de la Biélorussie un pont central entre la Russie et l'Europe, au cœur de l'Europe centrale. C'était un équilibre difficile à tenir, car la ligne rouge avec la Russie ne devait pas être dépassée, il ne fallait pas froisser la Russie, et Loukachenko défendait la souveraineté de son pays, tout en poursuivant une politique d'ouverture avec l'Union européenne. Mais les manifestations et la répression extrêmement violente qui a suivi ont totalement décrédibilisé cette nouvelle politique extérieure. L'européanisation ne s'est pas faite, la révolution n'a pas eu lieu,
mais de récents accords entre la Russie et la Biélorussie tendent à montrer que la Russie, actuellement, capitalise sur la fragilisation du régime pour avancer dans de nombreux domaines. Et je vais donc vous présenter ces domaines dans lesquels la Russie avait donc des relations ambiguës avec la Biélorussie et qu'elle pourrait tendre à faire avancer un petit peu plus. Tout d'abord, au niveau politique, 2 traités ont été signés entre la Biélorussie et la Russie en 1996 et en 1997, en portant d'abord sur une communauté, puis sur une union, ouvrant la voie sur un projet beaucoup plus ambitieux d'État unifié, signé en novembre 1999. Politiquement lié donc par ce traité de l'Union, avec ses propres institutions établissant entre autres des coordinations bilatérales en politique extérieure ou sécuritaire, les 2 pays partagent des espaces économiques communs, commerciaux, douaniers, juridiques, culturels, etc. Mais ni les modifications de ces traités durant ces 2 dernières décennies, ni les changements à la présidence de la Russie, notamment, ni les périodes d'accélération des pourparlers ou de piétinement successives de ces 20 dernières années n'apporteront la réalisation concrète à ce projet. En effet, la conception et l'interprétation respective de la souveraineté de cette fédération, puisque le but est de devenir une fédération, est restée une pierre d'achoppement et une source de tension pour les 2 chefs d'État. Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, récemment, il y a 2 jours, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a assuré qu'il n'y a pas de discussion en cours sur l'unification de la Biélorussie et de la Russie. Soit. Dans le domaine militaire, donc le domaine militaire, c'est-à-dire que ce traité de l'Union favorise donc la collaboration sur différents domaines militaires entre les 2 pays. Cela implique des exercices militaires communs dans l'opération Zapad, les exercices communs Zapad. Le dispositif russo-biélorusse de défense aérienne a été signé en 2012. Ce dispositif a été signé sous la pression de Minsk pour obtenir le contrôle de ses propres éléments du dispositif, c'est-à-dire que Loukachenko a toujours résisté à la demande russe d'installer des bases aériennes russes sur le territoire biélorusse. Donc, ce dispositif signé en 2012 donnait la possibilité à la Russie de disposer des bases aériennes biélorusses, mais n'étant pas disposée à y rester de façon permanente. Un groupe, enfin, cette union, ce traité d'union, regroupe également un système interarmé qui confère aux relations stratégiques bilatérales une interdépendance entre les 2. Bien, ça, c'est le contexte général qui fait partie donc de ces traités de l'Union. Qu'en est-il aujourd'hui ? Le 2 mars dernier, donc il n'y a pas très longtemps, les ministres de la Défense ont signé pour la première fois un partenariat stratégique pour 5 ans qui prévaut une collaboration renforcée. Les centres communs permanents d'entraînement militaire pour les 2 armées vont être créés, 2 en Russie, Kaliningrad et près de Nijni Novgorod et Kaliningrad, et en Biélorussie, à l'ouest du pays, le long des frontières entre les 2 États membres de l'OTAN, je veux parler de la Pologne et de la Lituanie. Il semblerait que Loukachenko soit aujourd'hui prêt à accéder à la demande russe pour une base aérienne sur le territoire biélorusse. Donc voilà un petit peu les avancées possibles et la capitalisation de cette fragilité du régime biélorusse suite aux manifestations, suite à la position très difficile de Loukachenko aujourd'hui, qui sait pertinemment qu'il ne tient que grâce à Moscou. Je vais brièvement et assez rapidement, parce que peut-être que ma présentation dépasse un petit peu le temps. Au niveau économique, il y a une ultra-dépendance. Rappelons l'ultra-dépendance économique avec la Russie. Les origines sont soviétiques. À l'époque, la Biélorussie était appelée l'usine d'assemblage de l'URSS, et cette interdépendance perdure toujours aujourd'hui dans de nombreux domaines. Les subventions russes attribuées à la Biélorussie datent de cette époque-là aussi.
La Russie a participé et a octroyé un crédit de 10 milliards de dollars en 2010 pour la construction de la première centrale nucléaire biélorusse, notamment à Ostrovets. Les tarifs préférentiels pour les livraisons des hydrocarbures pour un montant de 80 milliards de dollars, donc entre 2002 et 2015, ressources énergétiques russes pour marché, assurent à la Biélorussie un soutien russe continu. Pourquoi cette aide continue de la Russie à la Biélorussie? Eh bien, c'est un moyen de pression pour la Russie, un moyen de pression qu'elle utilise régulièrement. On a vu, bien sûr, les crises successives entre les deux dirigeants, crises successives depuis l'arrivée de Loukachenko au pouvoir en 1994. Et donc, un moyen de pression que la Russie peut utiliser. Et surtout, pour la Russie, eh bien, ça reste toujours, c'était en tout cas avant ces manifestations-là, pour éviter que la Biélorussie ne bascule dans une révolution de couleur. Garder la Biélorussie dans le giron russe pour éviter qu'elle subisse le sort, enfin entre guillemets, subisse le sort de la Géorgie, subisse le sort de l'Arménie, subisse le sort des printemps arabes ou de l'Ukraine, bien évidemment. Aujourd'hui, qu'en est-il dans ce domaine économique? Quelles sont les avancées russes possibles en Biélorussie? Eh bien, il y a une tendance des oligarques russes à mettre la main aujourd'hui sur les plus grosses sociétés d'État biélorusses. Donc, c'est par exemple Belarus Kali ou Rodna Azot, qui est une société dans le domaine chimique. Donc voilà un petit peu l'état des lieux. L'état des lieux et peut-être cette crainte biélorusse qui ferait que finalement, voilà, Loukachenko, Loukachenko terriblement affaibli, et toujours à son poste, mais affaibli, est en train finalement de signer derrière la porte, de signer tout ce qu'il finalement a voulu éviter. Voilà, c'est ma conclusion et je pense que j'ai dû dépasser certainement le temps imparti. Je suis désolée. Maintenant, on va parler de la guerre au Nagorno-Karabakh et c'est à vous, Monsieur Eugène. Oui, Lisa, comme Carole a justement remarqué, on a vraiment dépassé là. Et je ne sais pas, je pense que le mieux, c'est de mettre certaines questions, enfin certains thèmes dans les questions après, parce que là, on a fait un peu de la moitié de la conférence et on n'a pas fait la moitié des questions. Donc, on pourra passer directement aux relations bilatérales, je pense. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut décider. Est-ce que moi, je peux renoncer à une question? Ce n'est pas un problème. Je peux renoncer au Nagorno-Karabakh, aux relations avec la Turquie ou avec la Chine. Qu'est-ce que vous proposez de faire? Ou alors, on dépasse largement l'heure impartie et dans ces cas-là, il n'y a pas de question. Je pense que cette question-là, sur Nagorno-Karabakh, on pourra évoquer après la conférence, dans les questions. Si quelqu'un a une question, on pourra répondre. Il vaut mieux peut-être vraiment passer aux relations en fait, bilatérales entre plusieurs États. D'accord. Donc, il me reste deux questions. Oui. Vous, Carole, combien de questions vous reste-t-il? Les relations russo-européennes et relations russo-américaines. Mais je peux condenser le tout. Je peux essayer de faire, de traiter les deux questions en même temps. Bon, c'est à vous, Alissa, de nous gérer, hein, parce que nous, on est dans nos questions. Et c'est à vous de nous dire à peu près, vous avez nous pourrions passer à la Chine pour changer un peu d'espace. Alors, on peut changer totalement donc, d'espace et pour aborder les relations russo-chinoises. Alors, bien sûr, elles sont des relations qui sont très anciennes, hein, qui datent de l'époque des tsars russes, mais sans aller aussi loin, il est intéressant de prendre comme date 1949, qui est la fin de la guerre civile chinoise et qui voit finalement Mao passer au pouvoir et Chiang Kai-shek donc devoir se réfugier à Taïwan. Il est bien évident que l'URSS de Staline a pris totalement fait et cause
pour Mao dans cette question. Donc, on peut dire que jusqu'à la mort de Staline, les relations entre la Chine et l'URSS sont au beau fixe. Voilà. Par contre, les choses commencent à se compliquer lorsque Khrouchtchev, lors du 20e congrès du Parti communiste soviétique en 1956, dénonce Staline, qui était le petit père des nations et qui était finalement mis au pinacle sur un pédestal, finalement dit que c'est un criminel et non seulement le dit, mais prouve effectivement tous les massacres dont, dont il est responsable, et aussi la famine en Ukraine dans les années 30, toutes les différentes, je dirais, exils même de populations entières dans les parties différentes de la Russie. Et donc la Chine réagit très mal par rapport à ça et accuse finalement l'Union soviétique d'être traître à la cause communiste. Et donc les choses se passent très mal entre les deux. Et donc, il est quand même intéressant de voir que il va se passer quelque chose d'intéressant en 1972, quand Nixon, qui a aussi les États-Unis ont des relations exécrables avec la Chine communiste, arrive à convaincre les Chinois d'avoir des relations plus amicales avec les États-Unis qu'avec l'Union soviétique. Et ça paraît presque contre nature si on est quelqu'un qui s'intéresse, qui nous intéressons finalement à la théorie de la philosophie politique, parce que on a quand même deux pays communistes et un pays capitaliste. Et là, on a l'union presque, on pourrait croire, absolument inimaginable entre un pays capitaliste et un pays communiste. Alors ensuite, les relations finissent par se normaliser, notamment sur Gorbatchev. Bon, il y a eu aussi, j'ai passé un peu rapidement, mais il y a eu aussi une sorte d'escarmouches, plus que des escarmouches d'ailleurs, des sortes de mini-guerres sur la frontière russo-chinoise, sur le fleuve Amour, mais bon, je ne rentre pas plus en détail là-dessus pour dire qu'il y a eu quand même des choses très chaudes et militarisées entre ces deux pays. Et finalement, avec Gorbatchev, les Chinois aussi renoncent au fait de dire que il faut absolument seulement être amis avec les pays qui sont staliniens, mais on peut avoir des relations normales avec Gorbatchev. Et ça continue finalement ces relations continuent à s'améliorer, puisque déjà sous le premier mandat de Poutine, on parle d'une relation spéciale, excusez-moi, une relation d'amitié. Il y a donc beaucoup de produits de défense qui sont échangés, bien sûr, du gaz, du pétrole, des produits manufacturés du côté chinois vers la Chine, vers la Russie, excusez-moi. Et donc, on voit que au fur et à mesure que le temps passe, les relations russo-chinoises sont de plus en plus proches l'une des autres. Et aujourd'hui même, certains disent, est-ce que la crise en Ukraine et la position extrêmement dure de Biden ou même de certains leaders européens contre la Russie ne va pas pousser la Russie finalement à une alliance militaire qui aujourd'hui n'existe pas. Il n'y a pas une alliance militaire entre les deux pays, mais est-ce que ce n'est pas un petit peu pousser la Russie dans les bras de la Chine? C'est une question qu'on peut discuter pendant les questions. Et maintenant, si on parle de l'avenir des relations russo-chinoises, le risque que l'on voit, c'est que cette relation soit de plus en plus déséquilibrée au profit de Pékin. Alors déjà, démographiquement, et ça ne secret pour personne, la Russie, c'est 1/10 de la Chine, puisque c'est 140 millions face à 1,4 milliard, mais en plus, une Chine qui croît économiquement à 6, 7, 8% par an, qui a des excédents commerciaux extrêmement forts, qui est capable d'investir de manière extrêmement puissante
dans la technologie, et les Russes même se disent dans 20 ans que pourra-t-on vendre aux Chinois, et de quoi ça ferait cette relation? Parce qu'aujourd'hui, les Chinois profitent encore de la technologie russe militaire, des avions de chasse notamment, des bâtiments de marine, mais aussi des radars, des systèmes de défense. Tout à l'heure, Carole parlait de systèmes anti-aériens S-300, S-400. Aujourd'hui, il y a le S-500 qui marche déjà en Russie. Donc, il y a une sorte de crainte justifiée de la part des Russes de se dire, OK, aujourd'hui, on est bien dans cette relation chinoise, mais dans 20 ans, 25 ans, qu'en sera-t-il? Qu'en sera-t-il? Et la réponse à ça, c'est, j'en parlais à des collègues russes, la réponse à ça, plus de savoir qui gagnerait une éventuelle guerre dans le Pacifique entre les États-Unis et la Chine, puisque ce serait une guerre seulement navale, hein, puisque les États-Unis ne peuvent pas du tout envahir la Chine militairement avec de l'infanterie. Donc, ça ne ferait que déplacer un peu le problème. Mais la vraie question, c'est quid de la machine économique chinoise? Est-ce qu'elle sera capable de rester à 6, 7, 8% bien au-dessus de tous ses concurrents, ou est-ce qu'à un moment donné, la machine chinoise, machine économique, sera enrayée, et auquel cas, eh bien, effectivement, le problème sera moins important pour les pays riverains et même pour l'ensemble de la planète. Donc, je veux juste dire que la relation russo-chinoise est très, très puissante en ce moment, mais elle n'est pas exempte d'ambiguïté à l'avenir, et même de grandes incertitudes. Et j'ai oublié peut-être de mentionner, c'est important, les ambitions chinoises sur l'Asie centrale, dans tous les pays en STAN, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, sont sur la route finalement de la Belt and Road Initiative, donc les nouvelles routes de la soie, et vous vous rendez bien compte que c'est des tentacules finalement de pouvoir chinois qui ôtent en partie, je dirais, la position hégémonique de la Russie dans la région, à tel point qu'à Orenbourg, eh bien, la route de la nouvelle route de la soie chinoise ne passe pas. Les Russes ne vont pas passer cette route chez eux de peur devenir même un élément de cette route de la soie et absolument pas de la contrôler. Donc voilà, je crois que c'est, moi je dirais, ne provoquons pas le diable de mettre une pression trop forte sur la Russie qui pourrait, si la pression devenait trop forte militairement, mais aussi financièrement au niveau des sanctions, pourrait obliger le pouvoir russe à faire le mauvais choix de se mettre totalement dans les mains de Pékin. Donc voilà, je pense qu'on a besoin d'une Russie qui soit une puissance d'équilibre dans la région et qui puisse jouer son rôle entre la Chine, l'Inde, on va pas en parler, mais peut-être dans les questions, la relation russo-indienne est extrêmement importante aussi. Donc, n'obligeons pas la Russie à faire le choix. Je pense que c'est ma conclusion sur ce sujet-là. Est-ce que vous souhaiterez, Madame Griveaux-Potter, se lancer pour les relations russo-américaines? Alors oui, alors j'essaierai de faire un petit peu plus court. Hein. Cette fois-ci, je vais essayer de me rattraper. Parce qu'il vous reste aussi avec l'Union européenne. Alors, je vais essayer de faire les deux. Hein. Je vais essayer de faire les deux ensemble. Alors, relation euro-russe. Relation euro-russe, eh bien, on se souvient de 1985, on se souvient de Mikhaïl Gorbatchev, qui a parlé de maison commune, la maison commune européenne. On se souvient tous de cette formule qui faisait écho à celle du général de Gaulle, hein, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Eh bien, c'est une lune de miel, enfin, en tout cas, c'était un beau principe, mais qui malheureusement n'a pas duré, n'a pas eu de longue durée. Si on regarde un petit peu un retour en arrière sur les relations de la Russie avec l'Union européenne, elles n'ont jamais été stables. Les relations n'ont jamais été stables.
L'Union européenne a pris ses distances avec la Russie de Yeltsin. Donc la Russie de Yeltsin était des années particulièrement difficiles en Russie. Le choc, la shock therapy, la transition d'une économie planifiée, une économie d'État à une économie libérale, une crise politique, une crise sociale. Enfin, bon, je ne veux pas m'attarder sur ces années 90 en Russie. Mais l'Union européenne a pris ses distances par rapport à la Russie de Yeltsin, a pris ses distances parce qu'elle était aussi bien occupée à intégrer ces nouveaux pays d'Europe centrale et orientale. L'intégration, cette rapide intégration de tous ces États a pris beaucoup d'énergie, je dirais beaucoup de temps, si bien que la Russie a été un petit peu mise de côté à ce moment-là. Un accord de coopération avec la Russie a été signé néanmoins, mais à chaque fois, et on le voit dans le temps, à chaque fois qu'une avancée se fait dans les relations des deux États, enfin on ne peut pas parler d'État, entre l'Union européenne et la Russie, à chaque fois il y a des retours en arrière. Et ces retours arrière se font par les décisions, par la politique russe, qui suscite la méfiance, qui suscite la critique du point de vue européen. Ce premier accord de coopération qui avait été signé a été un peu mis de côté après la première guerre de Tchétchénie. Première guerre de Tchétchénie qui va rompre la confiance entre les pays membres et la jeune fédération de Russie déjà. Première guerre de Tchétchénie, c'était encore le président Yeltsin qui était au pouvoir. Une nouvelle période s'est ouverte en 1998 et un dialogue a pu être établi entre les deux. L'augmentation de la circulation des marchandises et des investissements, des relations de confiance se sont instaurées entre les responsables russes et européens. En 2003, il y a eu un rapprochement avec certains États membres qui ont tenté qui ont critiqué l'intervention américaine en Irak. Donc, ça s'est permis de rapprocher certains États membres de la Russie. Et puis, la phase de recul a suivi, phase de recul qui a été marquée par la deuxième guerre en Tchétchénie, la liberté de la presse qui a été critiquée du côté européen, l'opposition de Moscou à l'élargissement de l'OTAN et d'autres critiques à l'égard de Moscou. Donc, ont toujours fait partie du paysage relationnel entre l'Union européenne et la Russie. Ce sont des critiques qui à chaque fois bien sûr sont justifiées du point de vue européen et qui remet à chaque fois en place, enfin qui remet à chaque fois en question les accords successifs. Le concept d'espace économique commun avait été mis en place et en œuvre à partir de 2005. Il a été très long à se mettre en place. Et puis, l'affaire Yukos est arrivée, l'affaire Yukos et cet autoritarisme croissant du pouvoir au Kremlin a soulevé bien évidemment des critiques européennes de plus en plus fortes. Les différents Européens face avec l'Ukraine et la Biélorussie ont ajouté à la méfiance européenne qui finalement a perçu la Russie comme étant mal gouvernée, autoritaire et utilisant l'arme énergétique comme un moyen de pression. Je vais prendre le cas, faire peut-être un petit focus sur le vaccin Sputnik. Vaccin Sputnik qui a révélé les tensions, les tensions et les crispations européennes face à un vaccin russe. Un vaccin russe, le premier, on le sait, la victoire scientifique pour la Russie, c'est la première à mettre en place ce vaccin, et puis une crispation des membres de l'Union européenne. Crispation de l'Union européenne par rapport à ce vaccin qui est devenu un symbole finalement. Et tout en se préservant de faire de la géopolitique, eh bien l'Union européenne a fait de la géopolitique. Ce sont toutes les petites phrases que nous avons entendues. Jean-Yves Le Drian qui a dit que la Russie faisait de son vaccin un outil de propagande. C'est Thierry Breton qui a dit finalement on n'a pas besoin de ce vaccin. Donc la zizanie, je dirais,
c'est la zizanie. Ça a été la zizanie, ça l'est toujours. Le vaccin n'a toujours pas été validé par l'Agence européenne du médicament. Les États européens, les États membres se disputent, ne sont pas d'accord. Donc, non seulement au niveau des États, mais aussi à l'intérieur des États. On a vu en France que des maires, des élus avaient déjà précommandé des doses de vaccin Sputnik avant même la validation. L'Allemagne a fait la même chose. Elle a déjà dit qu'elle allait commander du vaccin Sputnik bien avant la validation et que même si la validation ne se faisait pas, eh bien, elle recevrait des vaccins Sputnik pour vacciner sa population. On a vu que le vaccin Sputnik avait suscité une crise politique en Slovaquie avec la démission du Premier ministre. Ministre slovaque qui était allé accueillir sur le tarmac les doses de vaccin et sans consulter sa famille politique qui l'a vivement critiqué, c'est bien que tout cela finit par une crise politique assez importante et a abouti à la démission du Premier ministre. Donc on voit bien que le vaccin Sputnik est devenu un symbole et la division européenne et finalement la division européenne profite finalement à la Russie parce qu'elle peut dénoncer finalement la géopolitique européenne par rapport à son produit, par rapport à son vaccin Sputnik et la résistance européenne par rapport au vaccin Sputnik. Donc voilà, c'est un bon exemple de cette division européenne, un bon exemple de cette crispation par rapport à la Russie, crispation sur différents points qui sont venus s'ajouter. On est dans un contexte, bien sûr, géopolitique difficile, un contexte politique difficile avec différents points de friction, de tension, l'empoisonnement de Navalny, son emprisonnement, maintenant la grève de la faim et son état de santé qui se détériore de jour en jour. Bien sûr, ce sont des dossiers qui viennent s'ajouter à cette réaction par rapport au vaccin Sputnik. Donc voilà. Est-ce que je rebondis sur les États-Unis? Oui. Oui. Alors les États-Unis, eh bien, je dirais qu'il y a deux périodes. Il y a eu la période Trump, qui a été marquée dès les 2 premières années. Eh bien, la Russie a été présente. La Russie a été présente dans les élections américaines. La Russie a été présente dans les 2 premiers mandats de Donald Trump. Premièrement, par rapport aux ingérences, les ingérences attribuées à la Russie dans le processus électoral, donc première chose. Elle a été aussi présente dans les accusations portées contre ce nouveau président Trump, qui était d'être finalement une marionnette de Poutine, une marionnette du Kremlin, parce qu'il avait favorisé, donc, il avait eu des relations avec des Russes qu'il avait aidés dans sa campagne et que finalement c'était devenu une... Voilà. Donc 2 années où finalement le Russiagate a occupé la presse américaine et Donald Trump s'est relativement bien sorti de toute cette affaire. Relativement bien sorti, je dirais. La première chose du rapport, suite au rapport Mueller qui a été publié, 2 ans donc d'enquête, qui a complètement disculpé toute relation de Donald Trump avec la Russie, mais qui par contre a mis en lumière les ingérences russes dans le processus de vote, le processus de vote présidentiel. Donc ça a été mis en lumière. Donc Trump, on l'a vu durant toute sa présidence, a été plutôt favorable à la Russie, mais n'a pas pu lever les sanctions dont il avait parlé dans sa période de campagne, n'a pu aller jusque-là. Bien sûr, le Congrès a fait barrage à cette levée de sanctions dont il avait parlé. Donc, les élections ont eu lieu l'année dernière. Joe Biden est maintenant le nouveau président. Eh bien, Joe Biden, nous avons l'impression que la politique de Joe Biden est un effet boomerang. L'effet boomerang qui revient à la Russie, c'est-à-dire effet boomerang des actions de la Russie dans les élections de 2016, les actions de la Russie dans les élections présidentielles de 2020, donc qu'on attribue donc à la Russie, notamment au service de renseignement militaire de la Russie,
qui seraient intervenus dans le processus d'élection, et toutes les attaques cyber, notamment la dernière, SolarWinds, qui est la plus grosse, la plus importante attaque cyber qui n'a jamais eu lieu, et qui a ciblé plus d'une dizaine d'institutions américaines, d'institutions, agences américaines, agences gouvernementales américaines, et qui, c'est un virus espion, hein, donc qui a tiré des informations. Dans quel but, on ne le sait pas, mais en tout cas, cette opération a été attribuée à la Russie. Donc Joe Biden, arrivé au pouvoir, eh bien, j'ai l'impression, enfin, c'est un petit peu mon impression, et il l'a dit lui-même déjà en 2018, il veut faire payer la Russie. Il veut faire payer la Russie pour ce qu'elle a fait, c'est-à-dire bien depuis 2016, en gros depuis 2016, donc faire payer la Russie de ses actions d'une façon visible mais aussi invisible. Ce qui veut dire que les cyber-attaques américaines vont avoir lieu, ont eu lieu, ça nous ne le savons pas, elles sont invisibles, mais en tout cas elles sont bien présentes. Les États-Unis ont l'intention donc de répondre dans ce domaine-là, répondre à la Russie dans ce domaine-là. On a vu que le ton durcissait, on a vu que Joe Biden qualifiait Vladimir Poutine de tueur. Donc la répartie de Vladimir Poutine a été assez bon enfant, voilà. Mais le dossier ukrainien a fait monter un petit peu le ton, hein, la tension entre les deux pays. Mais Joe Biden a appliqué de nouvelles sanctions et aussi économiques, avec l'interdiction d'acheter des bons russes, des bons du fonds souverain russe, donc une sanction financière, celle-ci c'est la première fois, sanctions sur des personnalités, ça on avait déjà l'habitude, sanctions donc sanctions plus financières, et tout en laissant une porte ouverte. Le père de Joe Biden lui avait suggéré, enfin, quand il était dans ses souvenirs ou dans une interview, je ne sais plus, il évoque son père. Son père lui disait ne pousse jamais aucune personne dans un corner, c'est-à-dire ne la pousse jamais dans un corner où elle ne pourrait s'échapper sans t'écraser. Donc, je crois que Joe Biden a bien respecté les conseils de son paternel, puisqu'il met des sanctions supplémentaires. Il a un ton très dur avec la Russie, mais de notre côté, la porte est ouverte. La porte est ouverte, et il y a l'annonce de cette prochaine rencontre dans un État, dans un pays neutre, donc ça ne sera ni en Russie ni aux États-Unis bien évidemment, dans un autre pays, on ne sait pas où, qui pourrait avoir lieu cet été. Donc une rencontre possible, on ouvre la porte, on garde le dialogue. Et je crois que c'est essentiel. Et l'autre porte ouverte et l'autre collaboration, c'est aussi sur le climat. Le sommet sur le climat, il va y avoir un sommet prochainement, et Joe Biden a invité Vladimir Poutine à se joindre à cette rencontre, et le président russe a accepté. Donc il y a encore des domaines de collaboration, il y a encore des domaines, encore des portes ouvertes, et donc je peux espérer que aujourd'hui, la bonne nouvelle aujourd'hui, le retrait des troupes russes la frontière ukrainienne va en ce sens. Je pense que cette possibilité de dialogue et cette possibilité de porte ouverte avec ce nouveau président peut certainement avoir des effets bénéfiques dans les futures relations russo-américaines. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Bon, il nous reste en fait un dernier sujet. Et oui, c'est à vous. Il nous reste 2 minutes. C'est pas grave, on pourra dépasser. J'aime autant passer aux questions, Alice. Je préfère garder l'idée principale. On fait 1 heure de conférence et on fait après le reste des questions, si vous êtes d'accord.
vous pensez, vous pouvez pas aborder en 10 minutes, non, ce sujet sur la Turquie? J'aime autant réagir aux questions du public, comme j'ai fait dans les deux D'accord, conférences précédentes, où j'aime bien d'accord, qu'il y ait un dynamisme entre les exposants et d'accord, les élèves. d'accord, il n'y a pas de Donc, souci. j'aime Donc, autant qu'il y ait un mix. dans ce cas-là, j'invite toutes les étudiantes et les étudiants à poser des questions. Veuillez les écrire euh, et vous pouvez préciser à qui vous souhaiterez poser cette question. Par exemple, soit à Madame Grimaud-Potter, vous écrivez ça, soit à Monsieur G, Berthier de G. Voilà. Ah, donc il y a une première question. Que pensez-vous voilà, de la relation turco-russe dans le conflit syrien par rapport au processus d'Astana? C'est une question de Tom. Je pense qu'on s'est vu déjà pendant une conférence précédente et c'est à vous, Monsieur G. Je vous laisse la parole. En fait, ça rebondit sur les relations turco-russes. Il faut prendre un petit peu les relations turco-russes dans leur contexte historique et géopolitique. Euh, En réalité, la Russie et la Turquie sont concurrents sur beaucoup d'espaces. Ils sont concurrents sur l'espace du Moyen-Orient. Donc, Carole expliquait très bien ce qui se passait en Turquie. Ça déborde, puisque beaucoup sur le Maghreb, ce qu'on voit, et encore Carole une fois l'a mentionné, que la Turquie et la Russie supportent et soutiennent des côtés opposés. Pour la Russie, le général Haftar. Euh, Ils sont aussi concurrents pour tout ce qui est l'Asie centrale. Et c'est intéressant parce que historiquement, vous avez effectivement l'Empire ottoman qui allait jusqu'au Kazakhstan, finalement. Ce sont des pays qui ont, l'Azerbaïdjan, puis le Turkménistan, sont des pays qui sont tous turcophones. Ils ne parlent pas vraiment le turc aujourd'hui, qui a été normé, je dirais, au XXe siècle. Euh, mais il y a des très très grandes capacités d'intercompréhension. Mais ce même espace-là a fait partie de l'Union soviétique. Donc là, on voit bien que là, il y a une grosse concurrence qui les sépare. Alors, j'en profite pour aussi mettre un mot sur le conflit du Nagorno-Karabakh, puisque c'est bien une compétition entre la Turquie et la Russie de manière interposée. Hein. Donc, je rappelle brièvement qu'il y a eu une première guerre dans les années 90 qui a vu la victoire de l'Arménie. Ensuite, il y a eu beaucoup de crises, il y a eu beaucoup de petites escarmouches, et la deuxième guerre vraiment en 2020, où la Turquie a pris vraiment le côté de l'Azerbaïdjan, alors que la Russie a essayé de maintenir assez longtemps un rôle de médiateur entre les deux, entre d'un côté l'Azerbaïdjan, de l'autre côté l'Arménie. Alors, voilà, et c'était une position impossible à tenir parce que la Turquie poussait de toutes ses forces militaires, notamment. Il y a eu des unités turques qui sont battues aux côtés des Azéris. Et puis, bien sûr, on a parlé beaucoup des drones turcs qui ont fait un excellent travail, si j'ose dire. Et donc, il faut comprendre que tout ça, il y a géopolitiquement, la Turquie et la Russie sont plus concurrentes qu'autre chose. Mais, et c'est là où c'est intéressant, pendant très longtemps, entre Poutine et Erdogan, il y avait une sorte d'entente entre ces deux hommes politiques, et ils ont trouvé des terrains d'entente, notamment, Carole l'a rappelé, avec l'achat de systèmes anti-aériens russes par les Turcs, hein, les S-400, qui a fait un esclandre au sein de l'OTAN. Les Américains ont poussé absolument pour que ça ne se fasse pas. Et, et ça, c'est le plus surprenant, mais je dis, là, j'avoue les limites de mon savoir aussi. J'ai du mal à comprendre aujourd'hui encore comment, et ça répond à la question de Tom, enfin, ou ça n'y répond pas d'ailleurs,
à la question de Tom, comment la Turquie et la Russie, en étant aussi opposées dans le cas syrien, hein, parce que les Turcs voulaient absolument mettre fin au régime d'Assad, les Russes ont considéré comme terroristes des alliés des Turcs. Il y a même eu, si vous vous souvenez, un avion militaire russe, un Sukhoi 24, qui a été abattu quand il allait bombarder justement une enclave turcophone en Syrie, etc. Et on a l'impression que ça se passait toujours bien entre ces hommes-là. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à gérer stratégiquement de grandes différences en ayant tactiquement des grandes accointances. Alors, je termine sur ce sujet-là, parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup de rebondissements, et le dernier rebondissement, il date d'il y a 2-3 jours, je crois, quand la Turquie, Erdogan concrètement, a pris totalement la défense de l'Ukraine en réaffirmant qu'il fallait son intégrité absolue, notamment la Crimée, notamment le Donbass, en vendant ces fameux drones qui ont fait des grands résultats, je dirais, dans le Nagorno-Karabakh. Et finalement, on est face à un renversement d'alliance. C'est-à-dire qu'il y a un mois, si vous lisez les nouvelles, vous aurez dit le sultan, voilà, Erdogan, joue le même jeu que celui de Poutine. Et donc, en étant le mauvais garçon, finalement, de l'OTAN. Et là, ce renversement fait que tout d'un coup, d'un seul, la Turquie redeviendrait un bon élève de l'OTAN, soutenant l'Ukraine et contre la Russie. Et là, je dirais plus en affinité avec la situation géopolitique des deux, beaucoup plus concurrents que partenaires. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est à peu près ce que je peux vous en dire. Merci beaucoup, Monsieur G. Il y a une question suivante. Une personne n'a pas précisé à qui il s'adresse. Les événements du Haut-Karabakh ont-ils soulevé des tensions diplomatiques entre la Turquie et la Russie? Je pense que c'est ce que je viens de répondre à cette question. Oui. Bon, c'était une question de notre personne. Donc la réponse est oui. Oui. Tensions diplomatiques. Oui, exactement. Voilà. Mais qui ont été gérées un peu sous le tapis, je suis d'accord avec vous, ça a été géré sans que le torchon brûle totalement. Et le torchon a brûlé justement avec la rencontre de Zelensky avec Erdogan, il y a une semaine peut-être. Il y a aussi la notion, la dimension énergétique entre la Russie et la Turquie. 50% du gaz turc est importé de Russie, 12%, je crois, du pétrole. Donc, il y a cette interdépendance énergétique aussi de la Turquie. Et puis, ce Turk Stream qui a été signé, Turk Stream qui a été mis en place au début de l'année 2020, je crois. Et maintenant, le gaz ne passe plus par l'Ukraine, comme vous le savez, mais il passe par la Turquie pour alimenter l'Europe. Donc ça, les deux pays sont quand même liés l'un l'autre. Donc c'est vrai que cette dimension-là peut-être les empêche d'entrer plus dans une confrontation directe. Voilà, c'est ce que je pense. L'économie, les relations commerciales, ils ont des relations notamment agricoles, des relations économiques, agricoles, de tourisme aussi. Le tourisme russe pour la Turquie compte beaucoup, comme on le sait. D'ailleurs, Carole, à ce propos, la Russie a interdit tous les vols sur la Turquie. Oui. Il y a 600 000 touristes russes qui peuvent venir en Turquie. Touristes russes, oui. Donc, on pense que c'est une réaction de la Russie par rapport à cette rencontre Zelensky-Erdogan. Voilà, on peut supposer que c'est une… Enfin, moi, je pense que les relations sont de plus en plus tendues. Alors, jusqu'à quel point, je ne peux pas dire, mais que hier, on voyait une certaine connivence, et aujourd'hui, je pense que de la part de Poutine, c'est un coup de poignard dans le dos. Oui, je pense que là, c'est vécu comme ça. Une ligne rouge a été franchie par Erdogan.
la rencontre avec le président ukrainien. Je crois qu'effectivement, autant ils pouvaient s'entendre en Syrie par rapport aux Kurdes, notamment en population kurde, ou sur le conflit syrien ou libyen, autant là, on touche vraiment à la, Au cœur du problème. à l'étranger proche. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, vous avez raison. Madame Grimaud-Potter, j'ai une question suivante pour vous. Oui, je vois. Alors, les Sur la relations relation. russo-africaines, oui, c'est intéressant. Par contre, je ne comprends pas la deuxième partie de la question. Quelle signification revêt la marginalisation de l'économie et de la culture dans la politique africaine de Vladimir Poutine? Alors, je peux répondre à la première et puis essayer de comprendre quel a été le sens de la deuxième question. Donc, vous me demandez sur ces relations russo-africaines, pourquoi la dimension militaire est-elle prépondérante dans la diplomatie africaine de Vladimir Poutine? Eh bien, je dirais pas que ce n'est pas simplement Vladimir Poutine, c'est la diplomatie russe aussi, qui est essentiellement, qui repose depuis, je pense que vous serez d'accord avec moi, Bertil, cette diplomatie est une diplomatie militaire essentiellement. La diplomatie russe repose sur l'armée, sur le militaire. Alors, c'est vrai qu'on entend militaire pas forcément par combat. La diplomatie est passée par l'armée et par le militaire depuis les années soviétiques, depuis l'époque soviétique. Si l'on prend le cas de la Syrie, par exemple, eh bien, les militaires étaient envoyés en Syrie, y étaient entraînés, ils partaient là-bas pour entraîner, pour conseiller, pour accompagner l'armée syrienne. Donc, c'est toujours dans un but diplomatique, enfin toujours, c'est souvent accompagné d'un but diplomatique. Donc, armée, diplomatie, armée, ça va souvent de pair dans la politique Ça me russe. rappelle un dicton d'un président américain dont j'oublie le nom, qui disait la diplomatie, ça consiste à marcher et parler doucement, mais avec un gros bâton. Le gros bâton, c'est l'armée. C'est-à-dire que, évidemment, la diplomatie, le hard power, c'est essentiellement la défense, que ce soit prestation de services de défense ou vente d'équipements. Après, il y a le soft power. On parle du soft power russe, même si ce n'est pas nécessairement leur première vertu. On parle plus du soft power de l'Union européenne, par exemple. Mais oui, c'est intéressant. Oui. Donc, oui, cette politique africaine s'accompagne, donc se met en place en premier lieu par la dimension militaire. Par contre, si je comprends bien la question, il y a quand même une dimension économique. Il y a quand même, mais bien sûr, la stratégie, c'est aussi de servir les intérêts nationaux de la Russie, intérêts nationaux, intérêts commerciaux avec l'Afrique. Donc, des accords, vous avez vu ce nouveau port militaire russe au Soudan, notamment novembre l'année dernière, je crois, aussi pour l'agriculture. C'est aussi, il y a des accords commerciaux qui sont passés dans le domaine agricole en Afrique. Vous avez raison de dire qu'il n'y a pas très longtemps, justement, la Russie est passée excédentaire au niveau agricole, notamment en blé, maïs. Et ça, c'est suite aux sanctions, paradoxalement, Oui. ou pas. Oui. Mais donc, elle a été très longtemps déficitaire. Oui. Et aujourd'hui qu'elle est excédentaire, j'imagine qu'elle utilise ça aussi dans ses accords diplomatiques. Oui. Bien sûr, pour exporter, exporter toutes les céréales en Afrique. Donc, il y a une dimension économique. Toutes les déplacements diplomatiques russes sont toujours accompagnés des entrepreneurs. Il y a toujours des entrepreneurs privés russes qui accompagnent donc ces opérations, qui accompagnent ces délégations, et aussi en Afrique, et surtout en Afrique, donc pour justement signer des contrats. Mais si on veut être totalement honnête sur la question africaine, l'influence française est bien réduite depuis ces 20-30 années. L'influence russe augmente parce qu'elle n'était pas si forte que ça, peut-être dans certains pays comme l'Algérie, elle l'était notamment, mais la grande gagnante, l'Égypte, et la grande gagnante, c'est la Chine, mais bien devant tout le monde. C'est-à-dire que si on regarde les courbes des balances commerciales,
c'est la Chine qui rappe la mise. Hein. Il faut se rendre bien compte que là, aussi bien la Russie que les États-Unis, que la France, on joue en deuxième ligue. Hein. C'est quand même un… Oui, vous parlez du continent africain, vous parlez de Oui, l'Afrique. oui, l'Afrique, je crois que c'était le sens de la question. Oui, bien sûr, c'est l'Afrique, oui. Oui, oui. Non, vous avez raison. La Chine. Alors peut-être avec des retours de bâton, parce que certains pays africains se rendent compte que l'aide chinoise n'est pas gratuite et qu'elle vient avec une certaine limite à la souveraineté et que on leur ouvrait les portes tout grand parce qu'ils n'avaient pas de passé colonialiste, mais ils vont en avoir. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout gagné non plus à long terme pour les Chinois. Ce que la Russie peut apporter dans un soft power, justement, pour les États africains, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la garantie de préserver la souveraineté du pays. C'est-à-dire qu'ils se positionnent comme respectant les dirigeants des pays africains et ne vont pas faire de politique, ne vont pas essayer d'influencer l'un, d'influencer l'autre dans les politiques africaines, ce qui est plus, je dirais, la part de la diplomatie française qui fait ce genre de choses en Afrique. Voilà, donc la Russie se porte un peu comme elle a eu l'habitude de le faire dans l'époque de l'Union soviétique, de se positionner comme non colonial. Il y a une explication à ça. Enfin, je ne sais pas si c'est non colonial. L'explication à ça, c'est que entre régimes illibéraux, on se comprend. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'embêter sur les droits de l'homme, ils ne vont pas s'embêter, ce n'est pas leur problème. Vous avez raison, bien sûr. Nous, on se met en porte-à-faux souvent parce qu'on mélange diplomatie et droits de l'homme et on fait des choses absolument qui n'ont aucun sens. Mais ça sera un peu long pour rentrer aujourd'hui, mais les États-Unis au Moyen-Orient, depuis la guerre en Irak, c'est une catastrophe. Bref, c'est un autre sujet. Je vais annoncer, une dernière question. Donc, pourrait-on traiter de la course vers une nouvelle route maritime du côté arctique? L'implication russe dans la fabrication d'une flotte de brise-glace à énergie nucléaire a-t-il placé la Russie en concurrence avec des pays d'Europe du Nord, par exemple dans l'ambition d'ouvrir cette route maritime et la contrôler? Alors, c'est extrêmement intéressant. Pour vous deux. Je peux y répondre? Oui, allez-y. Vous me compléterez ensuite. Bien sûr, bien sûr. Il faut voir d'abord une chose, c'est que la route maritime, elle a un sens économique que s'il y a à partir d'un nombre de degrés de réchauffement de la planète. Aujourd'hui, passer par cette voie-là avec les brise-glaces nucléaires qu'on utilise, c'est pas rentable. Maintenant, dans une perspective de 10 ans, 15 ans, 20 ans, on sait bien que la calotte arctique fond. Elle a probablement disparu dans 20 ans complètement. Et donc, cette route du Nord est une route beaucoup plus courte que par le canal de Suez pour arriver en Europe. Et ça, il faut bien voir que là, les Russes ont vraiment 2 ou 3 trains d'avance sur tout le monde dans l'Arctique. D'abord, on en parlait tout à l'heure, au niveau militaire, il y a une flopée de bases militaires navales, aériennes, même d'infanterie dans le nord. Il y a donc, les Russes ont bien compris que cette route sera commercialement intéressante et que tout le monde voudrait y passer, et eux, ils obtiendront le bénéfice du péage et du service, des services de sécurité, des brise-glaces, de sécurité, tout. C'est-à-dire que pour eux, pour les Russes, c'est tout gagnant. Et moi, je lisais récemment des écrits là-dessus. Les autres pays sont vraiment loin derrière. Les États-Unis, déjà, ce n'est pas vraiment une puissance maritime, enfin arctique. Le Canada l'est, mais beaucoup moins fort démographiquement. Le Danemark, le Groenland fait partie du Danemark jusqu'à présent, ça va changer probablement. Mais si vous voulez, le nombre aussi bien de bateaux brise-glace nucléaires que aussi de forces prépositionnées armées, les Russes sont vraiment devant tout le monde. Et on ne voit pas trop comment ils vont être rattrapés finalement. D'autant plus qu'il y a une sorte de… Les Russes sont en train de démontrer que la plateforme continentale est beaucoup plus au nord que ce qu'on avait prévu actuellement. Et ça donnerait en plus un droit
d'exploitation exclusive de ces eaux qui sont très poissonneuses et, j'ai oublié de le dire, plus important, encore une fois, très, très fortement dotées en gaz et en pétrole. Oui, c'est une richesse, hein, c'est toute une richesse. Donc là, effectivement, pour les Russes, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre et c'est très, très, très conséquent. Une porte qui s'ouvre, mais avec l'espoir que les navires empruntent cette route. Oui, alors, c'est ça aussi. Hein, alors, en principe, les Chinois, ils ont dit oui déjà. Et les Chinois, ils sont là-dedans, oui. Ils ont dit dès que c'est économiquement viable, Oui. dès que ce sera plus court et économiquement sera moins cher, on va l'emprunter. Et le flux de produits manufacturiers de la Chine est absolument considérable. Donc déjà, à mon sens, c'est presque gagné pour la Russie sur ce sujet-là. Est-ce que je peux poser la question suivante? Allez-y. Oui, Madame Grimaud-Potter, c'est à vous. Que pensez-vous de l'ingérence russe dans le conflit syrien? Quel est le bénéfice de Poutine dans le soutien au régime d'Assad? Alors, oui, c'est une question intéressante. C'est ce que j'ai traité en partie dans mon intervention, donc sur la Russie au Moyen-Orient. La Syrie pour Poutine, c'est pragmatiquement, c'est garder l'accès à ces bases maritimes, ces ports de Tartous dont elle bénéficie depuis l'époque soviétique. C'est son seul accès à la Méditerranée. Bachar el-Assad aurait été renversé par ce régime, par ce printemps syrien, ce printemps arabe syrien. Quelqu'un d'autre serait venu et peut-être aurait mis fin à cet accord qui date de l'Union soviétique. Donc, comme je l'ai dit dans ma présentation, c'est un intérêt vital. La Syrie est un intérêt vital pour la Russie par rapport déjà à l'utilisation de ces ports. Ensuite, l'intérêt de garder Bachar el-Assad au pouvoir. L'autre intérêt, c'est économiquement, je l'ai dit, hein, les accords qui ont été passés avec la Syrie, les accords exclusifs sur l'exploitation du gaz, du pétrole syrien, des accords économiques, etc. Et puis, diplomatiquement, c'est aussi la Russie, finalement, défend ce qu'elle crie haut et fort depuis 2011, enfin depuis la Libye, c'est-à-dire qu'elle veut, supporter la souveraineté nationale des États. Donc, elle défend la souveraineté du président dans ce conflit syrien, et elle montre ainsi au Moyen-Orient qu'elle est capable finalement d'intervenir dans ce conflit, de peser dans ce conflit syrien. Elle montre aussi au reste du Moyen-Orient que finalement c'est une puissance qui compte, ou une puissance qui va compter dans les années à venir au Moyen-Orient. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Carole. Je rajouterais aussi le fait que il y avait ce projet européen d'oléoduc qui passerait effectivement par la Syrie. C'est-à-dire le pétrole aujourd'hui qui est à Bassora et en Irak, on le fait passer par le détroit d'Ormuz, c'est très très long, c'est compliqué, etc. En plus, les Iraniens peuvent du jour au lendemain fermer le détroit et c'est 30% ou 40% du trafic mondial de pétrole et de gaz. Et donc l'idée, c'était, maintenant que Saddam Hussein était parti, prendre le pétrole irakien et tirer une ligne jusqu'en Syrie, et le Syrie, en Méditerranée, on le fait passer en Europe. Et moi, vous trouverez des gens qui vous diront le contraire. Ma conviction la plus forte, c'est que les Européens sont allés voir Assad pour dire on a ce projet-là. Assad a dit non parce que ça fait la concurrence au pétrole et au gaz russe. Parce que là, comme l'a dit Carole, il y a une très très grande alliance qui date depuis l'ère soviétique. Et le jour où Assad a dit non, 3 semaines plus tard, vous avez des gens dans la rue pour demander sa démission et vous allez dire que la guerre qui a commencé. Moi, c'est ma conviction la plus profonde, parce que ça fait un sens géopolitique pour l'Europe de le faire.
pour ne pas dépendre que du pétrole et du gaz russe, parce que quand vous êtes face à un monopole, évidemment, il vous fait payer le prix d'un monopole. Quand vous avez une source alternative, votre gaz et pétrole sera moins cher. Mais est-ce que de là, de dire que c'est un intérêt légitime et de là à créer une guerre dans un pays pour le faire, c'est deux choses un peu différentes. Oui, oui. Et d'ailleurs, je rajoute que Assad, au départ, il n'était pas du tout. Il a été élevé en grande partie au Royaume-Uni. Sa femme était syrienne, mais aussi ils ont vécu au Royaume-Uni, ils se sont rencontrés là-bas. C'était un médecin, c'était, je crois, je ne sais pas si c'est un gynécologue ou Ophtalmo, je crois. ophtalmo, vous avez raison. Quelqu'un qui était pas du tout fait pour régner et dont la vie était sauver les autres et aider les autres. De faire de lui le plus grand boucher le boucher de Syrie, ça me paraît de ça un peu cousu de fil blanc, en réalité. Je pense que là, on a eu les intérêts qu'on a voulu défendre en imposant à Assad, et ça c'est pas passé. C'est intéressant ce que vous dites. Ce que j'ai lu ça dans des publications sérieuses allemandes, et qui disaient c'est une guerre géopolitique comme une autre. Oui, oui. D'ailleurs, les guerres, elles apparaissent toujours avec des gaz ou du pétrole. Oui, par hasard. Les pays qui ont des tyrans, c'est toujours ceux qui ont des gaz ou du pétrole et qui ne sont pas nos alliés. Bon. Toujours un petit peu bizarre ce genre d'argument. Revenons sur, merci beaucoup pour vos réponses. Et revenons sur les relations africano-russes. Donc, Monsieur Bruno, donc, il constate, il fait une remarque. Le retour de la Russie en Afrique peut être considéré comme une contre-encerclement par rapport aux sanctions occidentales qui visent essentiellement à endiguer sa puissance. Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. Donc, le retour de la Russie en Afrique, est-ce que c'est peut-être considéré comme une contre-encerclement par rapport aux sanctions occidentales qui visent à endiguer sa puissance, donc sa puissance russe? Oui, c'est aussi une façon c'est un contre-pouvoir, c'est aussi une façon comment dire, de peser dans des conflits géopolitiques, comme Bertil Lugil l'a dit tout à l'heure, un conflit géopolitique avec l'intervention de forces internationales. Et c'est aussi le fait de peut-être agir en contre-pouvoir des forces internationales, contre-pouvoir des États-Unis, de l'Union européenne sur le continent africain. Une façon aussi de contourner les sanctions, qui pèsent sur la Russie, oui. Certainement, la Russie, de toute façon, on l'a vu, puis comme vous l'avez dit tout à l'heure, Bertil, l'agriculture est excédentaire en Russie aujourd'hui. La Russie, bien évidemment, tente de contourner ces sanctions d'une façon ou d'une autre. Du coup, il y a juste une dernière question. Est-ce que je peux la reprendre? Allez-y. D'accord. Donc, c'est sur les relations russo-japonaises plutôt. Alors, que pensez-vous de la faisabilité d'un tunnel entre Sakhalin et Hokkaido sur le plan économique et politique et l'influence que cela pourrait avoir sur les disputes à propos des îles Kuriles? Si vous voulez la parole, je peux prendre. Je vous laisse répondre, Bertil, parce que j'avoue que la Russie orientale n'est peut-être pas ma spécialité première. Non, il se trouve que j'ai vécu un petit peu au Japon. J'aurais tendance à retourner votre question, c'est-à-dire que c'est quand on résout les problèmes politiques qu'on peut dérouler un problème économique. C'est très dur de penser l'inverse, parce que le problème reste de souveraineté entre les fameuses îles Kuriles du sud, les territoires du nord, comme les Japonais l'appellent. Et je sais que c'est une question qui est gelée depuis des années et des années. Je sais qu'il y a beaucoup des Japonais, diplomatie japonaise, diplomatie russe, essayent de trouver une solution à ce problème politique. J'ai même vu une conférence
du président Poutine, qui expliquait qu'il est ouvert à une solution qui ne soit pas juste le statu quo, mais il dit qu'il faut que ce soit une solution qui ne soit pas vous avez gagné, on a perdu. Il faut que les deux on fasse un pas et que ce soit une sorte de match nul. Et je pense que les deux parties auraient à gagner avec un accord. Mais je dirais que du côté japonais, c'est très émotionnel cette histoire. Pour en avoir parlé aux Japonais, ils le ressentent un peu comme une sorte d'Alsace-Lorraine, alors que pourtant ce sont que des petites îles, il n'y a pas grand-chose, mais on sent que ça touche vraiment à l'orgueil japonais et c'est difficile de changer ces façons de voir assez rapidement. Alors aujourd'hui, je dirais qu'on a moins de chance qu'hier parce que comme les Japonais dépendent énormément pour la politique extérieure des États-Unis, si la corde se tend entre les États-Unis et la Russie, eh bien, automatiquement, le Japon il se trouve tiré avec les États-Unis et donc ce sera beaucoup plus difficile pour eux de trouver un accord avec la Russie. Donc, il faudrait attendre une période de détente, une nouvelle période de détente dans les relations internationales, et que peut-être une nouvelle génération de Japonais et de Russes se mettent d'accord. Et je suis d'accord avec vous que les relations économiques entre le Japon et la Russie pourraient être nettement renforcées. Il y a vraiment du potentiel. Alors aujourd'hui, ça se passe au niveau de Vladivostok, du port de Vladivostok essentiellement. D'ailleurs, si vous allez en Russie, vous allez voir ce que j'ai vécu quelques années. Vous verrez de temps en temps des voitures japonaises avec le volant à droite, alors que la Russie, elle est conduite comme nous à droite, c'est un volant à gauche. Mais à Vladivostok, ils importent les voitures japonaises directement, comme ça, brut de décoffrage, avec volant à droite, et après, dans toute la Russie, se balade avec volant à droite. Donc, il y a des choses, mais bien sûr, c'est vrai de dire aussi que Vladivostok est plus happé économiquement par la Chine que par le Japon. Ça, c'est évident. Oui, j'aimerais bien, comme vous, j'appelle de mes voeux qu'une diplomatie russe renouvelée et japonaise renouvelée trouve un accord qui soit finalement honorable. C'est le mot, honorable pour les deux. Voilà. Bon, je pense que c'était la dernière question. Il est le temps de terminer. Qui nous emmenait très loin d'ailleurs, au Japon. Notre conférence, oui, jusqu'à la dernière frontière. Voilà, je pense que je ne vais plus reprendre les questions. Il est temps d'aller manger et de se reposer. Merci beaucoup. Oui, je vous remercie énormément vraiment pour cette expérience de table ronde, pour vos opinions qui ne sont pas des fois, donc, on va dire, qui se rassemblent. Donc, c'est ça qui fait une discussion assez riche et intéressante. Donc, merci à vous. Merci à vous, Alissa. Merci. Une bonne soirée. Bonne soirée. À vous aussi, bonne soirée. Bonne soirée, merci. Au revoir.